Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission Le Coin de l'expert d'Assure TV sur la thématique le management. Et nous nous posons une question plus précisément, quel est le principal ennemi de l'équipe? Pour y répondre, nous recevons notre expert en management, Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Vous allez bien? Très bien, et vous? Merci, ça va très bien. Lors de notre dernier entretien, vous aviez précisé qu'il n'y a de bon manager que celui qui sait orchestrer les préférences de ses collaborateurs. C'est d'ailleurs le titre de votre ouvrage à paraître. Je le précise le titre. Il n'y a de bon manager que celui qui sait orchestrer les préférences de ses collaborateurs. Je le précise pour les spectateurs qui souhaiteraient l'acquérir. Alors, nous en étions restés à nous demander quels étaient les écueils principaux sur lesquels pouvait bien s'échouer la cohésion de l'équipe. Ah oui. Sur le bateau de la cohésion d'équipe, le plus gros rocher, parce que des écueils, il y en a de nombreux, on en reparlera certainement, mais le plus gros rocher qu'il faut éviter, c'est le jugement. Le jugement, ça ne commence pas, comme on le croit, seulement dans un tribunal. Le jugement, ça commence à la maison, ça commence dans un couloir d'entreprise, dans un bureau, une façon de s'exprimer. Imaginez que vous croisez un visage un lundi matin qui ne vous plaît pas forcément. Le visage ne vous convient pas. Ben, c'est le jugement. Vous allez avoir déjà ce qu'on appelle communément un a priori. La première impression, ouais. Et la première impression n'est justement pas toujours la bonne. Et est-ce que parfois, quand même, ce premier feeling, ce feeling peut avoir raison, peut donner raison? Oui, bien sûr, bien sûr. Parfois, vous avez des intuitifs qui travaillent dans l'imaginaire et qui ont la possibilité d'imaginer une réalité. Si cette réalité devient manifeste, alors on dira qu'ils avaient raison. Ceci étant dit, les intuitifs qui auraient toujours raison, on finit par les appeler des visionnaires. Céline, vous en connaissez beaucoup des visionnaires dans la vie? Non. Non, ce n'est pas une grande majorité, très certainement, sinon ils ne seraient pas si célèbres que ça. D'accord. Donc voilà, on va faire la différence entre une intuition qui pourrait se révéler de temps en temps positive et puis une première impression qui serait toujours la bonne. D'ailleurs, il faut se méfier de notre première impression, au point que vous avez des hommes célèbres comme Nelson Mandela, qui ont dit que pour faire la paix avec un ennemi, première impression, c'est mon ennemi, voilà, il faut travailler avec lui et qu'il finira par devenir notre associé. Autrement dit, méfions-nous de notre première impression. Mais alors, quand vous parlez de non-jugement, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut avoir aucune opinion tranchée sur son collaborateur ou son manager? Non, bien sûr, vous avez raison de poser cette question, parce que dans l'entreprise, on est bien obligé à un moment donné de trancher, même de prendre des décisions, parfois au bénéfice ou au détriment de nos collaborateurs. Ça restera une forme de jugement. Ça, c'est légitime. C'est légitime. Un collaborateur ou une collaboratrice qui commet plusieurs fois la même erreur, on l'aide, on l'accompagne, on l'assiste, on le forme, on l'encadre, et puis il continue, et puis il continue, et puis il continue. Première lettre commandée, deuxième lettre commandée, un jour la troisième tombera, il y aura forcément séparation. Non, non, c'est pas de ça dont je parle, non. Je parle de l'a priorisme en général. C'est-à-dire cette première impression qui fait que généralement, on va prendre de la distance par rapport à autrui, on va avoir envie de se méfier, on va introduire une sorte de défiance, de prudence, et puis ça peut aller bien sûr beaucoup plus loin, puisque à un moment donné, on aura une arrière-pensée qu'on va partager avec autrui d'ailleurs, dans l'entreprise, malheureusement. On va pas aller voir le concerné, on va partager avec autrui. Cette arrière-pensée s'appelle le jugement. Et à partir de là, on est en train d'effriter, lentement mais sûrement, puis de tuer l'équipe. Est-ce que vous avez des exemples concrets, là, qu'on comprenne bien ce fonctionnement? Oui, je peux en prendre, on en aurait beaucoup certainement, mais vous avez dû les vivre en entreprise, on les vit toujours de toute façon au quotidien. Vous prenez par exemple un collaborateur qui serait très orienté conformité aux standards. Donc vous imaginez ce que je veux dire par là, c'est quelqu'un qui est rigoriste un petit peu, qui se protège toujours derrière la règle, qui va regarder si vous avez mis la virgule au bon endroit, qui est tatillon, vous en connaissez? Pas de jugement, je ne mets aucun jugement. Pas de jugement, voilà. Mais ceci étant dit, il a des qualités merveilleuses. Mais si vous n'êtes pas comme lui, si par exemple le collaborateur est comme ça, et que moi, le manager, je suis plutôt orienté action, efficacité, résultat. Je me lève le matin avec une obsession, le résultat et la concentration sur les objectifs. Résultat des courses, petit à petit, quand je vais m'apercevoir qu'à chaque fois que je lui demande quelque chose pour avant-hier, il me le livre seulement après-demain, parce qu'il veut tout vérifier avant, je vais le haïr. Ça, c'est un exemple. Je vais le haïr, mais profondément. Il va tellement m'agacer que je vais rentrer chez moi et dire « je n'en peux plus ». Voilà. Ça se passe dans le management au quotidien.
Un autre exemple, prenons le contraire un petit peu. Je suis le collaborateur plutôt orienté plaisir partagé. C'est-à-dire, je peux travailler avec vous, Céline, à condition que j'y éprouve du plaisir. Bon, c'est ce qui est le cas ce matin d'ailleurs. On éprouve beaucoup de plaisir à travailler ensemble. Voilà. Maintenant, imaginez que je sois tellement à ce point-là que le moindre des plaisirs fait que j'ai envie de prendre de la distance. Eh bien, si mon manager est un manager plutôt effacé, plutôt véritablement orienté paix de l'esprit, qu'il est très méthodique, qu'il est plutôt dans la réserve par rapport à la relation humaine, eh bien, je vais le trouver froid. Et donc ce déplaisir-là va m'amener à prendre de plus en plus de distance jusqu'au moment où je dirais cet homme-là ou cette femme-là me lasse. Voilà, ce manager-là me lasse. Je n'aurai qu'une envie, c'est de passer au-dessus. Voilà, mais on pourrait en citer des centaines d'exemples. Mais alors quelles sont les solutions pour justement éviter cet effritement de la cohésion de l'équipe ? Il n'y a pas d'autre solution que de tout mettre en œuvre. Et je parle bien d'une mise en œuvre, donc d'un processus, d'une technique, d'une culture, mettre en œuvre une nouvelle culture qui consiste à aider tout un chacun dans l'entreprise à faire baisser le niveau de jugement. Plus le niveau de jugement baisse, meilleur est le climat social. Vous avez Voltaire qui disait « Les préjugés sont la raison des sots ». Et sur le résultat global de l'entreprise ? Sur le résultat global de l'entreprise, on va ressentir tout de suite le manque à gagner, à minima. Que va-t-il se produire en réalité ? On l'a dit tout à l'heure, cette méfiance de l'autre qui ne me ressemble pas, cet a priori que j'ai sur lui, va déjà mettre un frein à la fluidité de notre collaboration. Donc, le résultat déjà global baisse sensiblement. Qu'on le veuille ou non. C'est un manque à gagner, on ne le voit pas forcément, mais il va baisser. Puis ensuite, il va y avoir de la défiance. La défiance peut amener de la suspicion peut amener de la calomnie. Les calomnies vont faire monter en escalade les sources conflictuelles. Comment voulez-vous ? La subjectivité s'installe et l'objectivité disparaît. Plus de performance et moins de résultats pour l'entreprise. Ok, mais alors comment on fait baisser ce niveau de jugement ? Oui. Alors, vous vous souvenez, dans d'autres émissions, nous avons parlé de la connaissance de soi comme étant vraiment le starting block sur lequel tout un chacun doit s'appuyer. Avant de parler de cohésion d'équipe, tout un chacun doit s'appuyer sur ce starting block, la connaissance de soi, pour pouvoir prendre de l'élan vers un objectif. Contrat de progrès, plan d'action. Si je ne fais pas ça, si je n'acquiers pas cette connaissance de soi, eh bien, je vais avoir tendance déjà à faire démarrer le jugement par moi-même. Vous allez envoyer en psychanalyse tous les managers. Écoutez, justement, je vais sans doute leur éviter d'aller en psychanalyse, parce que certains y vont de façon bien inutile, puisque le process de revalorisation de l'être humain n'étant pas mis en place, beaucoup vont aller en psychanalyse pour rien. Alors que si le process de valorisation de chacun dans l'entreprise était mis en place, ça n'arriverait pas. Moi, j'utilise un schéma en 4 étapes. C'est ce que j'appelle le modèle opérationnel pour faire diminuer le niveau de jugement. Premièrement, réconciliation avec soi-même. Voilà. Donc, j'apprends à me connaître dans mes forces, dans mes faiblesses, dans mes limites. C'est un processus de réconciliation avec soi-même. J'accepte mes limites, je connais mes faiblesses, mais je suis capable de valoriser mes forces. Ensuite, je passe à une deuxième étape dans cet escalier qui m'amène à des progrès véritablement très intéressants. La deuxième étape, ça va s'appeler l'intraflexibilité. C'est-à-dire que je décide pour moi-même, Céline, de changer quelque chose, puisque je me connais mieux. Je décide de changer quelque chose. Intraflexibilité, c'est volontariste. Voilà. Donc je m'entraîne, c'est une sorte de training, et en plus c'est très honnête, parce que je commence par moi. Voilà. Et puis ensuite, je passe à la marche d'escalier suivant, c'est l'interflexibilité. Donc la mise en synergie de deux personnes qui vont pouvoir se comparer dans leurs forces, leurs faiblesses, leurs limites, pas pour se comparer, mais pour mieux comprendre comment elles fonctionnent, d'où viennent leurs différences, et faire baisser cet a priorisme lentement. Puis, dernière étape, bien, il y a moi, il y a l'autre, et je prends en compte la situation, l'objectif que l'entreprise m'a fixé, et là, ça va être beaucoup plus fluide. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut introduire dans l'entreprise une nouvelle culture d'entreprise ? Alors, oui et non. Non, parce que nous n'avons pas à toucher à cette belle culture d'entreprise qui existe déjà et qui devrait être partagée par tous les managers et managers de l'entreprise. Non.
Oui, pourquoi? Parce qu'il faut rajouter à la culture de l'entreprise cette volonté de mieux comprendre le système de valeurs des autres. Nous n'avons pas le même parcours de vie, chaque être humain est unique, et donc dans son parcours de vie, il va créer un système de valeurs qui est unique. C'est un diamant, l'être humain, et il faut respecter ce diamant. À partir du moment où je connais mieux son système de valeurs, je peux accepter, pour qu'il respecte le mien, de respecter le sien. Et même mieux, de parfois lâcher prise sur mon système de valeurs pour adopter le système de valeurs culture de l'entreprise. Mais est-ce que les gens jouent le jeu? Alors ça, c'est la question qui revient souvent. Est-ce que les gens jouent le jeu? Oui, oui, à une condition. C'est qu'ils commencent par ce processus de conscientisation de ses forces, faiblesses et limites. Quand je me réconcilie avec moi-même, j'ai tellement envie que les autres le fassent, et je sens que ça va faire tellement du bien dans les rapports humains, même dans l'entreprise, que c'est important de le faire en toute transparence. Donc oui, dans un premier temps, il y a du scepticisme. Je me dis, qu'est-ce que c'est ces méthodes, qu'est-ce que sont ces outils, où on va aller, et puis c'est vrai, il faut l'avouer, il y a de très très bons outils, il y a de très très bonnes expertises, et puis il y en a des moins bons. Voilà, donc les gens peuvent avoir aussi vécu des mauvaises expériences. Mais si l'outil est pertinent, l'outil d'évaluation des préférences des collaborateurs est pertinent, et si l'expertise est pertinente, c'est magique de voir ce qui se passe entre êtres humains. Oui, les gens sont bienveillants, ils ont envie, en majorité, de jouer le jeu. Alors, dans ce schéma que vous présentez, la phase mise en synergie est-elle nécessaire pour faire baisser son propre niveau de jugement? Oui, elle est capitale. Elle n'est pas seulement nécessaire, elle est capitale. Parce que s'il n'y a pas de mise en synergie, je n'ai pas d'écosystème en face de moi. Je veux bien comprendre comment je fonctionne, mais j'ai besoin de comprendre comment les autres fonctionnent. Et j'ai surtout besoin que les autres aussi comprennent comment moi je fonctionne. Donc cet échange de connaissances de nos forces, de nos faiblesses, de nos limites, va inspirer quelque chose de fondamental. Le respect. La considération pour les décennies qui ont conduit à l'adoption de toutes ces caractéristiques-là. Et voilà à quoi sert la mise en synergie. En fait, c'est ce que j'appelle de l'intelligence opérationnelle pour ce qui est de l'entreprise. Alors, creusons un peu l'origine de ces a priori qui naissent en nous et qui finalement nuisent à l'équipe. Qu'est-ce que cela nous apporterait en termes de management authentique? Pour pratiquer le management authentique, il faut évincer, je dirais, toute perception erronée. Voilà. Donc, l'enjeu du management authentique, c'est l'enjeu des perceptions. L'enjeu des perceptions, écoutez, la transition est toute trouvée. Merci Philippe, parce que ça va être justement l'objet d'une nouvelle émission, Le Coin de l'Expert d'Assure TV. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces précisions, pour toutes ces explications. Et merci à vous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt.